Bienvenue dans Incarne qui tu es, le podcast qui vous accompagne tout au long de votre voyage pour découvrir votre mission de vie et réussir vos transitions professionnelles. Je suis Mélissa, votre guide dans cette aventure passionnante et souvent surprenante. Dans chaque épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, aussi bien par leur alignement que par leur réalisation. Ensemble, nous allons découvrir les défis qu'ils ont relevés et les apprentissages qu'ils ont tirés tout au long de leur parcours, et ce, pour vous aider à suivre votre propre chemin. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Seguin, auteure et réalisatrice de documentaires qui traitent principalement de spiritualité. Valérie a su mener une vraie démarche d'enquêtrice en croisant des témoignages issus du grand public, des éléments de preuve de la part d'experts et même des pistes d'application concrètes dans le monde du travail auprès d'entrepreneurs engagés pour un monde plus juste. Alors, bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour Mélissa, je suis ravie d'avoir cet échange. Je suis vraiment honorée de t'accueillir sur le premier épisode du podcast Incarne qui tu es, et je dois le dire, je suis très curieuse d'en savoir plus sur ton parcours et la manière dont tu abordes ta mission. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un terme que tu utilises toi-même, mais en tout cas, quand je vois l'ampleur de tes réalisations au cours des dernières années, je ne peux pas m'empêcher de me dire, cette femme est pleinement sur son chemin. Alors, juste pour retracer au moins un bout, une partie de ton parcours, en 2015, tu publies ton premier livre intitulé « Les 3 jours et demi après la mort de mon père », puis tu poursuis ton œuvre en réalisant successivement 3 films, dont le premier a fait près de 4 millions de vues sur YouTube. Il s'agit de « Et si la mort n'existait pas ?», où on est la science, qui est en fait la première partie. Puis « Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer ?», qui est la deuxième partie, et l'âme, une force dans sa vie, qui quelque part est le troisième volet de cette série. Ton dernier film s'intitule « L'intelligence intuitive et spirituelle au travail ». Et pour tout te dire, Valérie, c'est vraiment le type de film que j'attendais depuis longtemps. J'y trouve en fait l'alliance de l'ouverture à quelque chose de plus grand, couplée à la réalité très concrète du monde du travail qui est actuellement en pleine mutation. Et c'est ce qui m'a poussée à prendre contact avec toi. Alors, comme je te le disais, je suis très curieuse de toi et j'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse à enchaîner depuis 8 ans déjà ces réalisations de livres, de documentaires. C'est quoi ton pourquoi ? Alors, au départ, je pense que je suis passionnée par ces sujets et il me semble que quand je fais ces projections, à la fin, je dis souvent au public, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez juste en un mot? Et le mot espoir, le mot nécessaire arrive souvent. Oui, je pense que c'est une source d'espoir euh, pour une évolution, je dirais, plus humaniste de notre société. Hmm. Est-ce que j'ai employé tout à l'heure le terme de mission de vie, de chemin de vie? Je sais que dans plusieurs de tes réalisations, certains l'emploient. C'est un terme dans lequel tu te reconnais également? Oui, je pense que je suis sur mon chemin. D'ailleurs, c'est très fluide. Euh, je pense que quand on n'est pas sur son chemin, ben, il y a des difficultés. Euh, oui, donc je pense que je suis sur mon chemin. Il y a eu des signes, des synchronicités qui m'ont montré que j'étais sur mon chemin. Et tu parles des signes et des synchronicités qui se sont présentées et qui t'ont amené sur ton chemin. J'entends du coup que ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Comment on en arrive à ce que j'appelle moi l'alignement professionnel? Comment ça a été ce cheminement vers cet alignement professionnel pour toi? Alors, j'ai travaillé 20 ans d'entreprise, enfin 10 ans dans la finance et 10 ans dans le conseil en management. Et c'est vrai qu'il y avait un sentiment un besoin de sens en fait, un besoin davantage de sens dans ma vie professionnelle. Et parallèlement, j'étais passionnée par ces sujets. Et en fait, quand mon père est décédé en 2014, il y a eu énormément de phénomènes autour de sa mort qui ont fait que je me suis interrogée sur l'invisible et sur la mort. Et c'est comme ça, en fait, qu'a démarré toute cette enquête sur les expériences aux frontières de la mort. Et, euh, et puis j'ai écrit mon premier livre, j'ai mis 1 an à l'écrire, et ça, j'étais incapable de faire autre chose. Et puis ensuite, voilà, il a bien marché. Et puis derrière, j'ai voulu donner la parole aux scientifiques parce que
Et aujourd'hui, c'est un vrai courant scientifique. Il y a énormément de scientifiques qui considèrent que oui, il y a une part énergétique en nous, une part de conscience, notre âme quelque part, qui continue à vivre après la mort, parce que c'est de l'énergie en fait, et l'énergie elle ne meurt pas, ce sont nos corps énergétiques. J'ai fait ce premier film pour leur donner la parole, et puis après, bah voilà, ça s'est enchaîné, tout s'est enchaîné, et puis c'est devenu mon travail au quotidien. Je sais même pas si on peut encore parler de travail. À la fois oui, parce que tu y dédies ton temps, c'est ce qui te rémunère. Et quand on parle, j'entends plus que c'est ton œuvre, j'aime bien ce terme. C'est quelque chose vraiment que tu offres. Et quand tu as ces feedbacks de spectateurs à la fin des projections, où ce qui ressort finalement, c'est espoir et nécessaire, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est clairement au-delà du travail. Ouais, tout à fait. À la fois pour soi, parce que quand on va vers ce chemin, même pour soi individuellement, il y a quand même une paix intérieure, une confiance qui s'installe. C'est pour ça aussi que c'est source d'espoir, aussi pour la société, parce que ça crée je dirais, davantage d'harmonie et d'humanisme dans la société. D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Je t'ai écouté t'exprimer au travers de différentes autres interviews et c'est vrai qu'une chose qui revenait souvent, c'est finalement, tu disais que ça te semblait important que les personnes aussi puissent avoir des éléments qui leur amènent la confirmation qu'il existe quelque chose au-delà du corps physique, que ça pouvait avoir un impact, que ça pouvait changer quelque chose dans la manière dont on aborde nos vies, mais concrètement, par rapport aux différentes personnes que tu as rencontrées, selon toi, qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies actuelles de savoir que ça ne s'arrête pas avec la mort? Alors ça pose la question vraiment de, alors si mon âme est venue sur Terre pour y passer un certain temps, pourquoi est-elle venue sur Terre? Quels sont les besoins de cette âme? Donc ça pose vraiment la question du sens. Ça veut dire que si j'ai décidé de venir sur Terre, ou mon âme a décidé de venir sur Terre, que voulait-elle y faire? Quelle est la raison? Ça interroge en fait. Et puis ça veut dire aussi que mon âme va repartir dans ce monde à vie. Et comment est-ce que je l'aide finalement à repartir le mieux possible? Donc je pense qu'il y a une responsabilité quelque part. Et puis ça fait aussi que c'est aussi plus joyeux, parce que sur cette planète, il y a quand même une bonne partie de la population pour qui la vie n'est pas facile. Et on dit que bon, bah, la planète Terre, ce serait une école pour les âmes, hein, quelque part, où on apprend à évoluer, où on grandit. Et ça donne du sens à, je dirais, toute la difficulté de la vie sur Terre. Et ce sens, on le retrouve quelque part jusque dans les entreprises quand on visionne ton dernier documentaire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'entendre parler aussi de la place de l'amour en entreprise. Et je sais que tu as rencontré plusieurs entrepreneurs qui portaient ce même discours qui résonne en moi. Et en même temps, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle forme de greenwashing? Est-ce qu'on n'est pas dans l'argument vendeur, certes, mais complètement vidé de son essence? Bref, est-ce que dans les rencontres que tu as faites, tu as pu percevoir qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment incarné, qu'il y avait une vraie cohérence jusque dans les actes, jusque dans la manière de manager ou de développer ces entreprises? Clairement, parce que si c'est pas incarné, eh bien, tu n'as pas les bénéfices. C'est justement parce qu'on met en place toutes ces valeurs. Alors, on peut parler d'amour, mais c'est surtout c'est être concerné par tous les acteurs, c'est être concerné par ses collaborateurs, par ses collègues, par ses clients, par ses fournisseurs. Enfin, c'est tout un écosystème où finalement on crée un climat de confiance, de respect et de bienveillance, ce qui fait que quelque part ça améliore aussi la performance de l'entreprise. Donc c'est pas du blabla, c'est pas du je vais citer un exemple, par exemple une entreprise qui a mis ça en place, qui a fait effectivement tout ce parcours de confiance et de libération de la parole, parce qu'il y avait des souhaits des collaborateurs à déjà travailler à partir de chez eux en 2019, hein, on est en 2018-2019, donc bien avant le premier confinement. Eh bien cette entreprise de 300 salariés a acheté 300 licences Zoom en 2019, quand personne ne connaissait, et que d'ailleurs les licences étaient bradées parce que ça valait rien, et que cette entreprise, personne ne connaissait Zoom à l'époque. Et en fait, quelque part, quand en 2020, en mars 2020, nous sommes tous passés en confinement,
eux, ils étaient prêts. Donc, quelque part, cette libération de la parole, cette confiance, je veux dire, c'est à la fois, ça permet une meilleure efficience. Et voilà, par exemple, le dirigeant, il dit, pour moi, c'est être sur un chemin d'anticipation et de sécurisation. Dans ce que tu me dis, finalement, j'entends que je parlais tout à l'heure d'amour et tu as pris le temps de préciser ce terme à juste titre. C'est vraiment cette manière d'être concerné par l'ensemble des relations humaines qui se présentent dans ce contexte professionnel, mais aussi plus largement l'impact sur le vivant. Oui. Et à l'écoute, en fait, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de ce qu'ils souhaitent. C'est aussi libérer la parole aussi pour l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu entends par la parole n'est pas libérée? C'est-à-dire que qui ose dans une entreprise aller voir son responsable et dire bah moi je pense que si on pourrait faire ça et ça, ça et ça pour améliorer les choses, il y a ça comme dysfonctionnement, il y a je suis en souffrance là-dessus. Cette libération de la parole, elle n'existe pas aujourd'hui, ou rarement. On ne se sent pas autorisé à parler. Alors que dans ces entreprises, effectivement, la parole est libérée, on est en confiance. Ce qui fait que ça permet d'avoir des... Tiens, même au niveau efficience, hein, on ne parle pas que de l'humain, parce que l'amour c'est lié à l'humain, mais on parle d'efficacité, de performance, ça a des résultats. Ça me parle beaucoup. Et en même temps, ce que tu me dis, ça me ramène encore une fois à l'amour. C'est finalement la différence entre l'amour sous condition et l'amour inconditionnel, pour lequel on va plus facilement connaître des exemples appliqués à la sphère privée. Là, transposé à l'entreprise, effectivement, ça peut donner quelque chose comme est-ce que je te valide, est-ce que je t'estime que quand tu es dans la direction qui m'arrange, quand tu tiens le discours qui m'arrange, donc sous certaines conditions, ou est-ce que je te considère, je valorise ton humanité, que tu sois d'accord ou pas avec moi, parce que bah, clairement on a le droit d'être en désaccord, et peut-être même mieux, je considère que quand tu n'es pas d'accord, il y a certainement un fil à tirer pour s'améliorer, ou en tout cas en faire quelque chose au service du collectif. Alors Valérie, tout ça est très inspirant et il y a également un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Tu disais que tu n'avais pas toujours été dans ce milieu-là et parmi les personnes qui nous écoutent, j'imagine que beaucoup sont peut-être en phase de transition professionnelle. Comment tu as fait ta bascule entre ta vie professionnelle d'avant et celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des étapes d'ailleurs? Est-ce que ça s'est fait d'un coup, puisque tu parles d'un point de départ par rapport au décès de ton papa? Mais est-ce que tu es passée directement de la finance à auteure-réalisatrice? Alors, non, alors, la finance, c'était 10 ans. Après, j'ai fait 10 ans de conseil en management. Et la bascule, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire, je continuais à avoir des missions. J'étais en freelance à la fin et je continuais à avoir des missions de formation et de conseil, ce qui m'a permis d'avoir un revenu, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un revenu alimentaire. Et voilà, donc ça s'est fait en douceur. Je pense que cette bascule, elle peut se faire. euh, on travaille une partie de la semaine, mais on peut aussi dédier un temps dans notre semaine, que ce soit un soir ou une partie dans le week-end, ou parfois des entreprises aussi acceptent qu'on commence à mettre ou à mettre en place des actions qui ont du sens dans l'entreprise. Donc ça peut commencer à se faire sans qu'on ait une rupture brutale avec notre emploi avant, parce qu'il ne faudrait pas non plus se retrouver en difficulté. Tout à fait. Tu parles de passer des étapes effectivement qui peuvent sécuriser financièrement. Et est-ce que de ton côté, tu as eu besoin d'être sécurisé sur d'autres aspects au cours de cette bascule par des accompagnements ou des formations? Je sais que tu as été très curieuse et que tu as recherché plein de choses par toi-même, mais est-ce que tu as pu finalement avoir des soutiens dans ces deux transitions que tu as faites? Pas vraiment, je m'intéressais déjà à ces sujets à titre personnel, donc je connaissais pas mal de monde, mais non, j'ai pas suivi de formation, je me suis fait simplement aider sur certains points sur lesquels c'est pas mon métier. Par exemple, je ne suis pas réalisatrice, donc évidemment, il y a une personne qui cadre et qui fait les images, et puis une personne qui m'aide à monter. Pour l'écriture, il y a quelqu'un qui me corrige. Donc, je suis allée chercher des compétences ailleurs. Ça aide.
Tu as su t'entourer des bonnes personnes finalement et merci du partage parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas de figure, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur ce point. Alors on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme, que tu te renouvelles régulièrement en partant sur de nouveaux challenges. À quoi tu aspires pour les 3 ans à venir? Qu'est-ce que tu nous réserves finalement? Alors, j'ai un cinquième film en préparation. Ce sera la suite du film L'âme. Je viens d'écrire un livre sur Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle, donc, mais au sens large, pas que dans le cadre professionnel, c'est à la fois perso et professionnel. J'ai aussi un livre en préparation sur l'âme, donc je crois que je suis occupée pour les 2, 3 prochaines années. Et mon souhait, évidemment, c'est que ce sujet s'ancre dans la société, c'est que les gens commencent à avoir une réflexion sur le fait qu'il n'y a pas que cette vie terrestre, et qu'on a une âme qui est venue sur Terre et qui ensuite repart dans l'invisible. Et la science nous y aide, puisque aujourd'hui, la physique quantique a acté que les mondes invisibles existent et qu'on a des corps énergétiques, la matière, ce n'est pas que le dur, il y a aussi une part énergétique. Et donc aujourd'hui, pour les physiciens quantiques, c'est acté ça. Mais simplement, ces sujets-là ne sont pas tellement connus du grand public. Eh bien, merci beaucoup Valérie et tout particulièrement pour la mise en lumière de ces sujets parce que vraiment, je te rejoins quand j'ai également commencé à m'ouvrir en 2017. Il y avait très 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 peu d'informations qu'on pouvait trouver, en tout cas très peu d'infos étayées. Quand j'ai découvert progressivement l'ensemble de tes films, j'y ai vraiment perçu un ADN commun avec le documentaire En conscience de Tistria, que j'avais connu à cette époque et qui avait déjà eu un impact fort sur moi. Mais là, j'ai vraiment la sensation que tu as réussi à aller un cran plus loin avec cette série de documentaires que tu nous offres. Enfin, pour moi, c'est vraiment venu étancher la suite de ma soif, si on peut dire ça. Je tiens à préciser que les 3 premiers documentaires que tu as réalisés sont en accès libre sur ta chaîne YouTube. Je mettrai tous les liens dans le descriptif. Et concernant ton dernier film, L'intelligence intuitive et spirituelle au travail, il y a des projections débats, ou plutôt des projections ateliers, qui continuent à être mises en place un peu partout en France. Et j'invite vraiment chacun à y participer quand c'est possible. Merci pour ton œuvre. Je te souhaite de pouvoir la continuer ces prochaines années et je me procurerai les livres pour te découvrir par écrit également. Et merci beaucoup de nous avoir partagé avec générosité ton parcours et la vision de ton œuvre sur ce podcast. Eh bien, merci Mélissa, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.